Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Construire l'avenir des services financiers, la mission ambitieuse de Tink. Jérôme Albus, directeur régional France Benelux de Tink à Paris. À partir de là, il a fallu commencer à ouvrir des nouveaux marchés en termes de connectivité, aller se connecter à l'ensemble des banques sur la Hollande, sur les différents pays nordiques. Et c'est comme ça en fait que l'aventure au niveau de Tink a complètement pivoté de ce qui était une application mobile vers une logique de B2B en disant maintenant on fait de la technologie pour aider nos partenaires à innover, à mieux connaître leurs clients pour mieux les servir. Cette semaine, nous retournons dans l'univers de l'open banking avec un acteur devenu incontournable en Europe, le suédois Tink. Je reçois son directeur régional France Benelux, Jérôme Albus. La deuxième directive européenne sur les services de paiement, la fameuse DSP2, a mis toute la sphère bancaire en ébullition. Cette directive qui vise à moderniser les services de paiement oblige les banques à rendre accessibles les données de leurs clients via des API, avec bien entendu leur consentement, à des entreprises tierces, à l'image de l'application Lydia. Justement, dans cet épisode, nous abordons deux cas d'usage, celui d'une banque portugaise, mais également le cas pratique Lydia. En s'associant avec Tink comme partenaire technologique d'open banking en Europe, Lydia va pouvoir rationaliser la connectivité bancaire de l'application et ainsi créer de nouveaux services pour ces millions d'utilisateurs bancaires. C'est ce que nous fait découvrir Jérôme au cours de cet épisode. Je vous promets qu'il n'y a pas trop de réglementaire et que cela reste très pratique. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Bonjour Solène. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation que je t'ai lancée il y a quelques mois parce que c'est bien un sujet que je voulais aborder, c'était l'open banking et particulièrement avec Tink comme acteur qui est vraiment un des acteurs clés. Donc un grand merci. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter avant qu'on commence ? Oui, absolument. Donc en quelques mots, Jérôme Albus, j'ai rejoint Tink il y a à peu près 1 an et demi de ça, après une carrière dans la fintech aussi. Donc c'était pas très original comme changement, mais quand même assez radical puisque précédemment j'étais dans un grand groupe, à peu près 50 000 personnes. Chez FIS, qui est spécialisé dans le monde du paiement. C'est une société que j'avais rejointe par une acquisition. Cette fois-ci, c'est moi qui avait été racheté et on aura l'occasion de parler acquisition avec Tink. J'étais avant dans une boîte qui s'appelait SunGard, grand groupe américain aussi, spécialisé dans le monde de la gestion des risques, de la connectivité, des liquidités, etc. Enfin, à peu près tous les métiers qu'on peut imaginer autour de la finance et de la banque. Parfait. Et tu as fait Dauphine ? Je suis persuadée de te connaître. De là. Oui, exactement. On a fait le même parcours, donc des études à Dauphine, donc un peu d'économie, évidemment de la finance. Et je me suis spécialisé en dernière année sur de la gestion de l'innovation. Donc c'était déjà un sujet qui m'intéressait pas mal. Comment associer la finance avec l'innovation et en faire des projets. On est vraiment dans le cœur avec l'open banking. Donc, c'est vrai qu'on a déjà abordé ce sujet-là avec Finastra, 15e ou le 16e épisode. Et donc, moi, ce que je voulais savoir de ton côté, avant qu'on parle de Tink, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'open banking ? Et il y a un des éléments qu'on avait discuté au préalable, quand on avait préparé cette interview, c'était tout ce qui concernait la donnée. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton feedback ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un large débat et c'est un sujet qui est vraiment passionnant. L'open banking, si on reprend un peu l'origine, enfin la traduction quasiment littérale de open banking, c'est vraiment l'ouverture de la banque. Et donc, c'est la possibilité d'aller récupérer des données bancaires, des données clients, et de les transmettre à qui on le souhaite. Donc, ça peut être d'une institution financière vers une autre, si elles se transmettent des données qui leur sont propres, type des adresses d'agence ou ce genre de choses. Mais ce dont on parle principalement ici, c'est vraiment le client final, le particulier par exemple, ou l'entreprise qui va aller chercher ces données bancaires et qui va les partager avec une autre institution financière à différentes fins. L'idée étant évidemment de casser un petit peu le monopole qu'avaient les banques jusque-là, le côté très fermé en fait de l'accès à la donnée bancaire qui restait très cloisonné et difficile à partager, quel que soit l'usage d'ailleurs, pour le rendre beaucoup plus fluide et créer des différents parcours, que ce soit de l'acquisition, de l'expérience client, de l'amélioration en fait de la satisfaction client
au sens large avec l'utilisation de ces données pour mieux comprendre ses clients et du coup apporter des services plus pertinents. Tout à fait. Et alors, c'est vrai que la directive, la DSP2, qui a été mise en application et transposée il n'y a pas très longtemps en Europe, a vraiment aidé. Mais auparavant, avant DSP2, on faisait déjà de l'open banking. Oui, d'une certaine façon, c'est vrai, on en faisait déjà, ça fait déjà pas mal d'années qu'on entend parler d'open banking. Et ça se faisait en fait, mais dans un cadre qui n'était pas régulé. Pourquoi est-ce que c'était le cas et pourquoi est-ce que finalement ça marchait d'une certaine façon avec les limites que ça pouvait représenter? Parce que au final, on allait chercher de la donnée avec différents types de méthodes, de Mhm. différentes technologies au niveau des banques finalement pour pouvoir la réutiliser dans différents types d'applications. Alors, ça pouvait être des applications, si on parle un peu grand public, des outils de coach financier, par exemple, de PFM. Mhm. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Et ça existait, et surtout, c'était toléré parce que cette donnée-là, elle était toujours récupérée avec le consentement et l'autorisation du client Ouais, final, ouais, qui finalement n'allait que chercher la donnée qui lui appartenait pour la redistribuer à qui le souhaitait. ouais. Mais c'était dans un cadre non régulé pendant pas mal de temps. Alors, comme tu le dis, effectivement, ça existe depuis un certain temps, mais la grande différence, en fait, entre cette période-là, on va dire, et la période dans laquelle on est maintenant, c'est que ça a été régulé. Ça a Ouais. été régulé depuis quelques temps, avec notamment une demande du régulateur faire en sorte que l'ensemble des banques européennes mettent à disposition ces données via ce qu'on appelle des API. Donc, ce Oui. sont des interfaces complètement normalisées à partir du mois de septembre 2019. Donc, à Mhm. partir de septembre 2019, l'ensemble des banques et de l'écosystème bancaire européen avaient l'obligation d'ouvrir ces données, d'ouvrir ces environnements techniques, en fait, pour que qui que ce soit puisse aller récupérer ces données et les partager avec qui il le souhaitait. Et c'est pour ça que tu parles du syndrome de l'iPhone. C'est ça, non? Oui, en fait, c'est assez intéressant parce que on part d'un contexte qui est finalement n'est pas très régulé, mais qui est apprécié par beaucoup de gens. Et comment c'est apprécié? Ben, par l'iPhone. Finalement, le syndrome de l'iPhone, c'est de se dire quelque part qu'il y a des demandes clients, des attentes du marché qui vont orienter à la fois les développements que font les banques, mais ça s'est vu dans tout type de domaine, hein, et Ouais. à la fois va pousser le régulateur finalement à s'adapter à une attente forte du client. Ouais. Et le point par rapport à l'iPhone, alors bon, je veux pas, euh, j'aurais pu dire le syndrome du Samsung, du Huawei ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment ce concept de se dire, il y a quelque chose de nouveau qui émerge, il y a une vraie valeur ajoutée, on va l'exploiter et on va l'utiliser, et finalement, c'est ce qui va faire en sorte que le marché va se réguler autour de ça, parce qu'il y a une réelle attente en fait au niveau des consommateurs. L'autre point évidemment, et quand même c'est pas uniquement une attente du côté du consommateur, mais il y avait une réelle volonté du côté du régulateur de donner plus de fluidité au niveau de la banque, et notamment donner la possibilité à la fois à des nouveaux entrants d'entrer dans ce marché-là, parce que jusque-là c'était extrêmement Ouais, ouais. difficile, Ouais. et en parallèle améliorer l'expérience client en poussant à l'innovation, en fait. Parce que quand il y a de la concurrence, quand il y a des nouveaux entrants, évidemment l'innovation arrive de l'extérieur et elle est encore plus poussée à l'intérieur des grandes institutions. Donc finalement, c'est gagnant pour tout le monde, on va dire. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup. C'était important que tu nous livres ton point de vue. Alors, est-ce que du coup, c'est dans ce cadre-là que Tink a été fondé il y a maintenant une dizaine d'années? Je pense que ça existe depuis une dizaine d'années et c'est suédois, c'est correct? Oui, c'est ça, c'est suédois et c'est exactement dans ce contexte. En fait, à l'origine, Tink s'est développé sur ce principe de se dire, on a des applications bancaires qui, à l'époque, valaient ce qu'elles valaient, mais étaient relativement limitées. Il y a mieux à faire. Mhm. Et c'est là qu'on peut reprendre à nouveau un peu ce syndrome de l'iPhone, de se dire, il y a des outils ultra performants, en fait, qui sont dans la poche de tous les individus aujourd'hui et qui permettent, dans différents domaines, d'apporter une réelle expérience client, une expérience améliorée. Donc, Tink a voulu se lancer en développant une technologie autour de ça, améliorer cette expérience client, la positionner au niveau de partenaires bancaires. Il s'avère qu'à l'époque, c'était un peu tôt, ils étaient probablement trop précurseurs, et donc il n'y a pas eu une réelle compréhension ou une réelle demande en fait de la part des banques pour C'était en quelle utiliser ce année? genre C'était en de technologie. C'est en 2012? 2012. D'accord. En 2012, exactement. Et donc, du coup, ils ont pris un contre-pied en se disant, bah, puisque le marché n'est pas mûr, on va le créer. Un peu
l'approche qu'ont certaines de ces grandes boîtes, des GAFA américaines, on va dire, qui se disent ça n'existe pas, mais nous, on va le créer et on crée le besoin. Et donc, à cette époque-là, ils ont créé une solution, une application mobile en fait, sur laquelle ils ont donné la possibilité d'agréger ses comptes avec une solution évidemment beaucoup plus ergonomique que ce qui existait à l'époque sur le marché, de faire de l'initiation de paiement pour faire des transferts de compte à compte, etc. et de vraiment développer un coach financier. D'accord. Donc, ils ont développé le front, enfin, ils avaient en tête le API Gateway tel que vous l'avez maintenant et qui vraiment, en fait, toute l'infra que vous mettez en place, bon, on le regardera dans le use case, mais en fait, pour mettre en valeur toute cette infrastructure, ils ont créé cette app de coaching, c'est ça? Exactement. Et à l'origine sur la Suède. Et donc du coup, enfin l'app est d'ailleurs toujours restée que sur la Suède, mais en connectant l'ensemble des banques suédoises. Et D'accord. petit à petit, avec notamment l'arrivée, là pour le coup, de grandes banques comme clients qui ont dit on adore cette technologie-là, on aimerait bien avoir en marque blanche pour nous. Ça, c'était à peu près en 2015-2016, avec des banques comme ABN AMRO ou SEB, Nordea un petit peu plus tard, qui sont d'ailleurs rentrés au capital pour la majorité d'entre elles, et qui ont décidé d'utiliser ces technologies-là. Donc à partir de là, il a fallu commencer à ouvrir des nouveaux marchés en termes de connectivité. Donc aller se connecter à l'ensemble des banques sur la Hollande, à l'ensemble des banques sur les différents pays nordiques. Et c'est comme ça en fait que l'aventure au niveau de Tink a commencé à vraiment s'accélérer et à complètement pivoter de ce qui était une application mobile, donc vraiment une logique de B2C, vers une logique de B2B en disant maintenant on fait de la technologie pour aider nos partenaires à lancer des meilleures applications, à innover, à mieux connaître leurs clients pour mieux les servir. En fait. Très intéressant. Donc en fait, il y a eu au départ ce pivot vers les banques, mais en fait, vous avez plein d'autres partenaires. Vous êtes aussi connecté à des core banking systems, des apps. Donc si tu devais dresser une typologie des clients et des partenaires avec lesquels vous bossez, ça représente quoi exactement, principalement? Alors, c'est vrai qu'une bonne partie, quand même, sont des clients bancaires. On travaille avec des grandes institutions. Maintenant, un peu partout en Europe, ça va de Fortis en Belgique. On a un partenariat stratégique européen avec BNP Paribas, donc on travaille avec eux dans différents pays. Ça couvre des banques comme NatWest sur le Royaume-Uni, comme CGD au Portugal ou Santander en Espagne, etc. Donc, vraiment, c'est un positionnement bancaire très important. Et ça, c'est on va dire, l'historique, mais surtout, ça reste encore on va dire vraiment le marché sur lequel on travaille et on pousse énormément de nouvelles solutions. Par contre, tu as raison de le dire, on travaille aussi beaucoup avec des fintechs et des sociétés de paiement, ce qu'on appelle régulièrement des PSP comme PayPal par exemple. Et les fintechs, alors c'est des fintechs de différentes tailles, puisque la technologie est disponible, elle est apaisée, comme on dit, n'importe qui peut l'utiliser et commencer à développer ses propres solutions avec. Donc, dans certains cas, on s'intègre vraiment dans des sociétés qui sont très matures, comme des Klarna, des PayPal et autres. Parfois, on travaille par contre avec des plus petites fintechs aussi. Et ces fintechs-là, généralement, utilisent ce concept de l'open banking, l'accès à la donnée pour développer leur propre modèle en fait. Donc elles partent souvent de rien et elles innovent énormément. D'ailleurs souvent elles se font d'ailleurs après racheter soit par des acteurs comme nous, soit par des banques ou autres sociétés dans le domaine, dans l'écosystème financier, parce qu'elles ont cette capacité à innover. Et nous, c'est vraiment ce que l'on veut pousser, avec un positionnement très européen. On est sur 14 pays aujourd'hui, avec une technologie qui est entièrement apaisé, entièrement documenté. On veut vraiment stimuler l'écosystème financier à innover, à se développer et à améliorer ses expériences clients. Et ensuite, le dernier point dont tu as parlé, on s'intègre aussi avec des plateformes et des plateformes, par exemple, comme Sopra Banking, avec qui on a fait un partenariat en milieu d'année. Donc des core banking systems, c'est ça? Qui est vraiment dans le core banking system, exactement. Et là, qui va booster en fait son core banking system avec l'accès à la donnée grâce à Tink pour développer des nouveaux cas d'usage qui peuvent être à la fois sur l'agrégation de comptes et on en parlera tout à l'heure sur différents types de cas d'usage. Hein. C'est très très vaste, mais ça peut être aussi de l'initiation de paiement, ça peut être le développement de coach financier. Donc vraiment, c'est intégrer ça pour avec leur core banking pour proposer à leurs clients des solutions beaucoup plus packagées, beaucoup plus intégrées. Leurs clients bancaires.
Dans ce cas-là, on parle Ouais, des banques, ouais. tout à fait. D'accord. Et au niveau, juste pour terminer sur ce panorama, au niveau des implantations pays, vous êtes présent dans donc 14 pays, donc j'imagine plutôt en Europe, Oui, avec je dirais, quel grand pôle de développement? Donc j'imagine la Suède, tous les pays nordiques, France, Benelux. oui, tout à fait. France, Benelux, le Royaume-Uni, on est sur toute la partie Europe du Sud aussi, avec le Portugal, l'Espagne et l'Italie, Mhm. et la région Allemagne et Autriche. D'accord. Donc tous ces pays ont à la fois des représentations locales avec des bureaux qui s'en occupent. Donc le bureau de Paris que j'ai créé il y a quelques temps, mais idem pour Milan, pour Madrid, pour Londres, pour Berlin, aussi sur Amsterdam. Mais en termes de plateforme, on a vraiment cette couverture aussi qui couvre ces 14 pays. D'ailleurs, ça a vocation à se développer assez rapidement sur des nouveaux pays aussi, Oui. à la fois parce qu'on fait pas mal de développement et aussi parce qu'on a racheté des sociétés qui étaient assez présentes sur certains pays. Et donc, on va les intégrer complètement sur notre plateforme pour toujours s'étendre. Mais pour le moment, effectivement, comme tu l'as dit, c'est principalement sur l'Europe, mais on commence aussi un petit peu l'Amérique du Sud. Parfait. Et vous êtes combien de collaborateurs? Alors aujourd'hui, Think, c'est à peu près 280-90 collaborateurs. Oui. Quand je suis arrivé il y a un an, juste pour donner une perspective, on était 120, donc ça a une croissance assez importante. Maintenant, si on ajoute les quelques acquisitions, on peut déjà parler de quelques, puisque cette année, on a racheté déjà 3 sociétés. On va arriver à peu près à 350 personnes d'ici la fin de l'année. Incroyable. Ouais, ça va à une vitesse incroyable. Ok, bah écoute, c'est très très clair, je pense, pour tous les auditeurs. En tout cas, pour moi, ça l'est. Il y avait un use case que je voulais absolument qu'on aborde, puisque c'est tout frais, tout chaud. Ça vient d'être annoncé. C'est le partenariat que vous avez annoncé avec Lydia en France. Ce que j'aurais aimé comprendre, c'est le besoin qui avait été identifié par Lydia, sans trop rentrer dans les discussions stratégiques, mais essayer de comprendre dans quel cadre il a été mis en place et qu'est-ce qu'il va permettre de faire à Lydia. Oui, alors en fait, Lydia, je pense que les auditeurs connaissent, c'est une solution qui est en train de se développer. On parle de la croissance de Tink, mais elle est assez incroyable aussi, puisqu'ils ont aujourd'hui quasiment 4 millions même ils ont dépassé les 4 millions d'utilisateurs, Oui. pour faire du transfert à l'origine. Mhm. C'était pas mal utilisé par les étudiants pour se faire des remboursements. Et partager des additions. Mais ils sont en train de vraiment se développer en fait en apportant une expérience client beaucoup plus vaste. Et du coup, ils voulaient donner la possibilité, d'ailleurs c'est quelque chose qu'ils font, mais qu'on va continuer à améliorer avec eux, la possibilité à leurs utilisateurs d'agréger leur compte bancaire dans l'application Lydia. Donc ça leur permet, à partir de l'application Lydia, finalement, d'avoir accès à l'ensemble de leurs finances personnelles, quelque Mhm. part. Donc c'est à la fois leur compte courant, leur compte d'épargne, et ensuite de pouvoir faire des transferts de compte à compte, de banque à banque, payer des factures, se rembourser entre eux sans avoir à passer forcément par une carte de crédit, mais par ce qu'on appelle l'initiation de paiement, qui permet vraiment de faire des transferts de banque à Ouais. banque en direct. Mhm. Donc Donc ça, c'est intra-européen, vraiment des transferts intra-européens. C'est possible. ça sera possible aussi, absolument. Là, D'accord. pour le moment, ils sont principalement sur la France, mais évidemment, le fait de travailler ensemble, et de toute façon, c'était leur stratégie, mais on va les accompagner sur ce développement européen. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les premiers cas d'usage qui sont déjà des cas qui sont vraiment essentiels par rapport à leur activité, donc cette agrégation de comptes, Mhm. mieux comprendre les différentes transactions en fait des clients et surtout leur permettre de mieux les comprendre et surtout avec une application unique, faire cette initiation de paiement. Mais derrière, évidemment, comme tu peux l'imaginer, il y a plein de nouveaux services innovants qui vont arriver et c'est aussi là-dessus qu'on va travailler ensemble dans les mois et probablement les années qui viennent. Super intéressant. Alors, du coup, j'imagine que vous avez répondu à un appel d'offres. Entre le moment où la demande a été faite et les déploiements, vous êtes déjà en prod ou est-ce que tu peux nous donner une idée du time frame pour la mise en œuvre chez vous de cas d'usage comme celui-là? Oui, tout à fait. Alors, par rapport à cette phase où on a commencé à se parler jusqu'au moment où on s'est mis d'accord euh, pour travailler ensemble et cette mise en production, finalement, ça s'est passé très vite. Et c'est ça qui est aussi super avec des sociétés comme Lydia. Vite, c'est Oh, quoi? C'est très relatif, hein. Pour un banquier, c'est pas la même chose. oui, c'est quelques mois en fait. D'accord. C'est quelques mois pour se connaître, décider de travailler ensemble et ensuite lancer le projet. C'est de l'ordre de 3-4 mois.
D'accord. Donc, c'est vraiment intéressant et le scope surtout de Lydia, parce qu'il faut le mettre un peu en perspective par rapport à ce qu'on peut faire aussi avec d'autres banques. Le scope de Lydia et leurs attentes sont très larges. Ils veulent vraiment travailler avec toutes les grandes banques françaises. Ils veulent être à fond sur la DSP2, donc travailler avec ces nouvelles API, donc dans ce nouveau cadre réglementaire, et ensuite développer toute une série de nouveaux services. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est très rapide. Ceci étant dit, pour rebondir un petit peu à ton commentaire sur les banquiers, le timing. On a aussi des cas d'usage au niveau de la banque qui sont vraiment impressionnants. On travaille par exemple avec la Caixa Geral de Depósitos, la CGD, qui est Oui. la banque historique au Portugal. Tout à fait, oui. Je crois qu'ils ont à peu près 150 ans, donc on peut imaginer le legacy qu'il y a derrière. Oui. Et malgré tout, c'est une banque en fait qui a décidé de lancer une nouvelle application mobile de ce qu'on appelle le PFM, Personal Finance Management, ou un coach financier Oui. avec Tink. Et le projet s'est fait en 3 mois. Entre le moment où on a lancé le projet, on a démarré le projet ensemble, et le moment où ils sont passés en production, il s'est passé 3 mois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une solution qui est utilisée par des dizaines de milliers de personnes tous les jours sur le Portugal, avec toute une série de récompenses et de prix depuis qu'ils ont récupéré, parce qu'ils sont extrêmement innovants, ils sont vus comme innovants. Et donc, on part de la banque, mais la banque, c'est aussi quand elle le veut aller très très vite. Alors, juste pour intéressant. que ce soit clair dans mon esprit, alors peut-être que c'est clair pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais pour moi, en tout cas, ça ne l'est pas. Quand tu te connectes à un établissement comme celui que tu viens de citer au Portugal, qui a nécessairement déjà dû, j'imagine, créer des API, voilà, dans le cadre de PSD2, puisque c'était requis, tu crées des nouvelles API ou tu te connectes à leurs API? Comment ça se passe? Quelle est la couche infra que tu apportes en plus de ce qu'ils ont déjà mis en place? Oui, c'est une très bonne question en fait. Au niveau de la DSP2, la demande qui est faite aux banques, c'est de mettre leurs API à disposition. Oui. Nous, on ne travaille pas sur cette mise à disposition des API par les banques. On travaille en face. Donc, on vient consommer en fait leurs API, et pour ça, on a développé des connexions avec 3400 banques et institutions financières en Europe, dans 14 pays. Donc, ils sont prêts à être utilisés. Donc, en tant qu'utilisateur en fait de la solution de la Caixa, tu vas juste te connecter à ton application mobile, sélectionner la banque que tu veux agréger dans leur application, et on gère tout le reste. D'accord. Ok. Bah, c'était Toute la important que tu connexion, clarifies la ça sécurité et pour moi. ainsi de Ouais. suite, tout est géré. Ouais. D'accord. Et alors, en termes de développement, parce que je vois le temps qui tourne, qu'est-ce que vous avez envie d'aller explorer avec Tink? Est-ce que vous avez également envie d'aller voir ce qui se passe en Afrique, où il y a énormément de choses qui se mettent en place, où le business de remittance aussi se développe très très rapidement, et donc il faut nouer des liens entre les établissements en Europe et en Afrique, par exemple. Est-ce que c'est des cas d'usage auxquels vous pensez également? Oui, en fait, on y pense pas mal. Alors, avec l'Afrique, peut-être un petit peu moins, on va dire, parce qu'il faut avancer étape par étape aussi. Mais on est en train de vraiment pas mal s'implanter, comme je le disais tout à l'heure, et développer les cas d'usage avec l'Amérique du Sud. Ouais. Il y a l'Amérique du Nord qui viendra probablement un jour ou l'autre. Il y a l'Asie, mais l'Afrique, en fait, est un continent qui est extrêmement intéressant parce que très digital, sur lequel on n'a pas une grande présence, mais c'est aussi pour ça qu'on noue des partenariats de distribution pour justement pouvoir s'adosser à des grands partenaires qui ont des présences locales très importantes, et du coup développer cette activité-là, parce qu'effectivement, il s'y passe beaucoup de choses. Et si on se projette à moyen terme avec la directive de paiement, la troisième, est-ce que vous avez en tête des choses sympas à faire pour les banques ou les établissements Oui, bah financiers? oui. Alors déjà, on ne sait pas J'imagine. exactement ce que ça va couvrir, Oui. mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'aujourd'hui, la DSP2 couvre les comptes de paiement, Mmh. donc, ce qu'on appelle souvent le compte courant. Par contre, ça couvre pas les comptes d'épargne, ça couvre pas les comptes d'investissement, ça couvre pas en fait tout ce qu'on peut trouver autour du patrimoine financier en fait d'un particulier ou d'une entreprise. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que si un jour il y a une DSP2 prime ou une DSP3 qui arrive, ça s'élargisse sur un panel de données beaucoup plus large. Et évidemment, c'est des choses sur lesquelles on va travailler, sur lesquelles on travaille déjà,
si on remonte un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, l'open banking avant la DSP2, ça existait déjà. Ouais. Oui, et l'accès à ces données, ça existait déjà et c'est des choses que l'on fait déjà. Mais par contre, ce qu'on a vu avec l'arrivée de la DSP2, c'est vraiment un intérêt très très particulier des banques qui, maintenant qu'elles sont dans un cadre réglementaire et qu'elles ont eu à ouvrir leurs API, se disent il y a des cas d'usage en toute conformité, extrêmement intéressants à développer, et donc on fonce dessus. Je pense qu'avec la DSP3, ça sera exactement la même chose. Donc ça ouvrira encore plus le champ des possibles et l'accès à la donnée bancaire au sens large. Ok, Avec merci. tous les cas d'usage qui vont avec. Merci beaucoup. Juste un dernier point que j'ai pas abordé tout à l'heure. Au niveau France, est-ce que, hormis le partenariat Lydia, il y a d'autres partenariats clés que vous avez déjà noués? Oui, alors, il y en a 3 qui sont publics, on va dire, qui sont BNP Paribas, Ouais. un partenariat stratégique européen, Sopra, idem, partenariat stratégique européen où on s'intègre complètement dans leur plateforme pour des solutions tout à fait intégrées. On a cité Lydia. Mhm. Après, il y en a plusieurs autres, mais sur lesquels on n'a pas la possibilité encore de communiquer, mais qui sont vraiment intéressants à la fois sur des sujets de microcrédit, sur des sujets d'accompagnement, au déménagement, par exemple. Et L'accompagnement? au Vas-y, déménagement. c'est-à-dire? C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais en fait, quand on déménage, on a pas mal de choses à faire, notamment au niveau de ces opérateurs télécoms, Ouais. l'électricité, le gaz, etc., etc. Il faut changer en fait plein de choses. Ouais. Et il y a des fintechs très innovantes qui sont spécialisées dans le domaine D'accord. et qui t'accompagnent en fait par rapport à ça. Et un point en fait d'accès à ces informations-là, c'est la donnée bancaire pour Ouais. éviter d'avoir tout à ressaisir Très manuellement. Bon, intéressant. on passe par la donnée bancaire et tout est mis sur un plateau d'une certaine façon. Donc, des cas d'usage, en fait, il y en a énormément qui sont en train de se développer autour de cette donnée bancaire. On a quasiment un cas d'usage par client. Enfin, j'exagère un petit peu, mais pas loin. Et comme on est présent dans beaucoup de pays, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses qui vont, à mon avis, arriver en France d'ici peu. Pour développer aussi des solutions, il y a des solutions qui travaillent sur des données bancaires, mais de société. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous regardez ou pas? Alors, complètement. Si, on est complètement dedans. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant au niveau du particulier et pour les banques et pour tout l'écosystème en général, qu'il est autant au niveau des entreprises. Mhm. C'est en plus la possibilité de monétiser les services probablement encore plus qu'au niveau du particulier, mais le champ des possibles par rapport à l'entreprise est énorme. Et Ouais. donc, on travaille dessus, oui, tout à fait. On a déjà plusieurs cas d'usage, en l'occurrence. Parfait. Bah, écoute, je pense que malheureusement, on arrive à la fin de notre discussion. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant d'en venir à la recommandation du livre que je demande systématiquement? Peut-être juste un point. Pour moi, l'open banking est vraiment au tout début et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est impressionnant de voir à la vitesse à laquelle c'est en train de se développer, surtout depuis qu'on est passé dans un cadre qui a été régulé. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est là pour durer, mais surtout c'est là pour apporter des expériences clients qu'on n'a jamais vues jusque-là. Ça va être très très intéressant à la fois pour le grand public et pour toutes les entreprises qui tournent autour. J'ai hâte de voir ça. Bon, alors maintenant, une petite recommandation de livre. Alors, moi, j'aurais tendance à dire recommandation. J'y ai pensé un petit peu. Ouais. Tu m'avais posé cette question-là, et effectivement, il y a des choses qui sont très pointues, très spécifiques. Mais je vais faire un petit clin d'œil à. En fait, c'est pas un livre, mais à une publication qui est quotidienne et que j'apprécie de plus en plus. C'est le JDN. Et pourquoi je fais un clin d'œil? C'est parce que j'ai l'impression que quelque part, on est un petit peu dans le même domaine. Ce que fait Tink, c'est qu'il agrège des données bancaires. Mhm. Ce que fait le JDN, c'est qu'il publie énormément de choses, comme on mettrait à disposition notre plateforme, mais ils font aussi l'agrégation des données et à partir de JDN, en fait, on a accès à un champ de lecture qui est considérable. Ils vont chercher tous les articles de la presse internationale et de la presse française pour finalement donner un peu la meilleure expérience client. C'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois aujourd'hui Ouais. et c'est quelque chose que je lis du coup très régulièrement. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je vais m'abonner. Ils ont une newsletter alors, j'imagine. Oui, tout à Je fait. peux t'abonner. Ok, parfait. Et Merci tu beaucoup. risques de retrouver Ting de temps en temps. Ok, je regarderai alors. Avec grand plaisir. Merci Jérôme. À bientôt. À très bientôt. Au revoir Solène. Au revoir.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!